Et évidemment, on ne peut pas faire de colloque des CESU sans le professeur Amirati. Donc elle sera évidemment présente parmi nous en visio, le temps de se brancher. Pour, eh bien, une fois, ah bah la voici, une fois, bonjour Christine. Une fois que bonjour à tous. Une fois qu'on a donc eu la pensée sur la réflexivité, on va donc passer à l'enseignement, à la pratique, avec 3 intervenants de haut vol. Et donc on commence par le professeur Amirati que vous connaissez toutes et tous et qui va nous parler de la concrétisation de tout ça. Comment concevoir l'enseignement de la réflexivité. Christine, c'est à toi. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. J'aurais vraiment préféré être parmi vous pour plein de raisons, mais je suis avec vous de toute façon par la pensée. Je vais faire un truc dont j'ai horreur, c'est-à-dire faire une conférence en visio, moi qui défends la nécessité d'être au plus proche. Bon, bah tant pis, on va se faire avec, et donc je vais demander tout de suite au collègue qui est avec moi de partager l'écran pour qu'on aille sur le diaporama. Sur le diaporama à propos de la conception. Ah, on va y arriver. Yop. Ouais. Et voilà. Est-ce que normalement c'est bon et vous l'avez sous les yeux? Alors, concevoir l'enseignement de la réflexivité, méthode et stratégie pour les enseignants, on va le faire en 3 temps. Le premier temps, soins d'urgence et réflexivité. Deuxième temps, quelles questions se poser dans le cas de l'apprentissage? Quelle stratégie et quelle technique? Et je vais essayer de tenir le temps puisque Jacques a réussi à tenir le sien. Le premier point, c'est bien le soin d'urgence et la réflexivité. Je voudrais juste demander à Monsieur Bernd et à ses petits camarades de ne pas parler dans les micros parce que j'ai un retour et je les entends se causer, ce qui me gêne un tout petit peu. Merci. Donc, le soin d'urgence et réflexivité, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont montré à quel point la réflexivité était importante en médecine. Et en ce qui concerne notre pratique professionnelle, un certain nombre de travaux aussi ont montré qu'on avait et on vivait avec des facteurs spécifiques dans notre vie professionnelle, chargés de complexité, d'incertitude. Jacques en a parlé de cette charge émotionnelle importante et des contraintes cognitives et temporelles qui sont fortes. Et donc, ce qui fait notre métier, finalement, c'est la décision dans l'incertitude et le travail en équipe. Alors, quand on compare ce mode de travail et ce que dit Schoen, il dit que la réflexivité, c'est pour des praticiens confrontés à des situations instables, singulières, incertaines et chargées d'émotions. Bref, la réflexivité et la médecine d'urgence vont de pair. Ceci étant, il n'y a pas, pour l'instant, de méta-analyse et donc de données probantes sur l'impact de la réflexivité sur les soins d'urgence. Cependant, on a quand même des résultats qui sont convergents. Et on se rend compte que en situation clinique, donc je parle pour l'instant bien de la clinique, eh bien, lorsqu'on a un temps de réflexivité individuelle ou collective, et je reviendrai là-dessus, on peut avoir, et ça a été montré dans un certain nombre de travaux, une amélioration, par exemple, pour le triage aux urgences, etc. Il a été montré aussi l'intérêt de l'approche réflexive en groupe. Vous connaissez le débriefing qu'on peut faire à distance dans le cadre des RMM, et j'y reviendrai. Mais il y a un certain nombre aussi de travaux qui portent sur des débriefings structurés immédiatement après une situation vécue, avec cette notion, et dans les travaux qui s'y sont consacrés, de confiance, d'esprit d'équipe, de soutien mutuel, de modèle mental. Bref, on est, comme le disait Jacques, non seulement dans une réflexivité d'action, mais aussi une réflexivité d'émotion, et je reviendrai là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il est nécessaire d'appliquer cette culture de la réflexivité à l'enseignement de la médecine d'urgence, en appuyant particulièrement sur le côté individuel, mais également collectif, sur les processus décisionnels et la sécurité des soins. Et je vous assure qu'on ne s'est pas parlé avec Jacques avant, sur tout ce qui concerne les facteurs d'émotion et le stress, évidemment. Alors l'apprentissage. L'apprentissage, déjà, quelles questions on va se poser? Pour qui? Avec quel objectif? Et d'emblée, on peut se dire qu'on va vraisemblablement pas utiliser les mêmes moyens, pas se positionner de la même façon, selon qu'on a affaire à un public en formation initiale ou en formation continue. Quelle est l'expérience clinique? Quel est le niveau d'expertise? Quel est le rapport à l'erreur? Quelles sont les compétences attendues? Quels sont les phénomènes d'anxiété par rapport à l'évaluation? Comment est-ce qu'elle est ressentie?
Et en fait, on peut se dire qu'en formation initiale, dès l'instant où on s'adresse on pense réflexivité, on est dans une phase de construction de cette réflexivité. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on développe les bases, qu'on structure, qu'on sécurise, qu'on encadre. Et au niveau collectif, on va plutôt travailler la communication, les périmètres de compétences, etc. En formation continue, là, on est dans quelque chose qui est plus complexe dans la mesure où, en formation continue, il s'agit bien parfois de déconstruire pour pouvoir transformer. C'est beaucoup plus, non pas compliqué, mais on a des expériences vécues, et donc il va falloir qu'on explore autre chose, qu'on explore les éventuels biais, qu'on explore les décisions, qu'on accepte de les explorer. Quand on parle de la réflexivité collective, on va travailler le travail d'équipe, le leadership, mais également toutes les décisions éthiques, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, pour qui, avec quels objectifs? Eh bien, d'emblée, on peut se dire, on va peut-être pas faire de la même façon avec les deux types de publics. Par contre, on sait que pour l'un comme pour l'autre, il va falloir qu'on travaille l'anticipation. Alors, quand Jacques en a parlé, on a beaucoup de travaux concernant la réflexivité sur l'action. Je vais donc plutôt m'intéresser, moi, à la réflexivité avant l'action, la réflexivité dans l'action, et on parlera un peu de la réflexivité au-delà de l'action, sachant qu'il y a un certain nombre, là encore, de travaux et de méta-analyses qui ont montré l'importance de ces trois temps, avant, pendant et sur l'action, de réflexivité pour pouvoir justement être en phase de construction. Comment? Alors déjà, les remarques générales, il faut un temps dédié. On arrête de se dire que si on développe une compétence, entre guillemets, réflexivité, on va faire ça en one shot. Tiens, aujourd'hui, je vais traiter de la compétence réflexivité. Non. Cette compétence-là, il va falloir un temps, on va se poser et on sait qu'on est dans ce registre. Il faut une sécurité psychologique, Jacques l'a dit, confiance. On ne peut pas travailler la réflexivité, parfois se mettre à nu, je dirais, pratiquement, individuellement, si on n'a pas non seulement une relation de confiance avec l'enseignant, mais également une relation de confiance qui s'est établie avec les pairs. L'enseignant doit donc être formé, ça doit être structuré, et comme je le disais, c'est intégré dans un parcours pédagogique. Ce qu'on peut se dire, et quand on lit un certain nombre de travaux, il n'y a pas une seule technique, il n'y a pas une seule façon de faire, mais par contre, on sait ce qu'il faut éviter. Et c'est amusant ce que tu viens de dire, Jacques, puisque éviter cette fameuse narration superficielle où on a l'impression que parce que quelqu'un est en train de débiter une histoire, on pose 3 questions et ça y est, on a fait la réflexivité, je coche la case. Donc ça, c'est pas possible. Ça, en tout cas, ça n'est pas travailler la réflexivité. Tout ce qui est auto-justification, à l'inverse, le jugement personnel, alors j'ai fait ceci parce que je pensais que je suis très mauvais, etc. Et donc, on va devoir adapter notre mode d'action au contexte, au temps dédié et au public cible, tout en se disant tout de suite, et je vous le dis, je ne vais pas pouvoir vous donner une recette parce qu'il n'y a pas une seule technique et une façon de faire qui est supérieure à une autre. Ce qui peut être dit tout de suite, c'est que comment, c'est d'abord une structuration de la réflexion. Alors, très brièvement, je vous ai mis un certain nombre de modèles qui datent, vous voyez, des années 70 avec le what, so what, no what. Je décris, je fais une analyse et puis quelles vont être mes actions futures par rapport à ça. Et puis après, finalement, les modèles se sont tous déclinés avec décrire, interpréter, évaluer, planifier, donc comment structurer cette réflexion. Le modèle de Gibbs est intéressant puisque c'est à partir des années fin 80, fin 90, qu'on a commencé vraiment à travailler et à travailler la pensée réflexive avec l'émotion et donc les ressentis. Et puis comme je parle des grands auteurs, je ne pouvais pas ne pas parler de notre auteur préféré, la structuration de la réflexion selon le modèle de Pellaccia, qui lui n'a pas 6 étapes mais en a 7 parce que il voit toujours plus loin. Et donc, comme vous le voyez, à chaque fois, il est quand même noté cette nécessité de structuration qui part de l'auto-évaluation des apprenants pour arriver, après avoir discuté, vous voyez qu'il ne s'agit pas que de décrire les observations, mais bien d'en discuter les intentions et les raisons, et de revenir sur les attentes liées au niveau de formation et donc à tout ce qui concerne l'aspect connaissance, etc., planifier le suivi et vérifier que tout le monde a compris. Donc, à part ce grand auteur Pellaccia, ce qu'on peut se dire dans le cadre de quelle stratégie et quelle technique, eh bien, il va falloir un temps dédié et il va falloir se poser comme question qu'est-ce que je veux explorer avant, pendant, après l'action, à qui je m'adresse, formation initiale, formation continue, quelle cible, est-ce qu'on va aller vers une réflexion collective ou
individuelle, et puis quel contexte est-ce que finalement je peux travailler la réflexivité en situation réelle et pas uniquement hors situation réelle. Les outils et les techniques adaptées, il y en a plein, et donc je vais non pas tous les détailler, mais se dire à quel moment je peux faire quoi, et surtout qu'est-ce que je peux utiliser. On va commencer par avant l'action, et je voudrais vraiment m'appesantir un petit peu sur avant l'action, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Comme la définition qu'on peut donner de ce moment, c'est bien de passer d'un état de conscience indifférencié à une appréciation consciente de la situation potentielle qui va être vécue. Je prends conscience de ce à quoi je vais ce à quoi je vais devoir faire face. Si je parle d'étudiants en formation initiale, eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on va mettre l'étudiant soit face à une simulation, soit face à un cas écrit, le briefing réflexif, c'est déjà de lui poser les questions pour qu'il prenne conscience de cette situation. C'est que savez-vous déjà de cette situation? Quels sont, par exemple, ce sont des exemples, quels sont les 3 premiers éléments que vous allez explorer? Et puis, qu'est-ce qui pourrait être difficile pour vous? Est-ce que ça va être sur le plan technique? Est-ce qu'on va avoir un problème de stress, d'émotion? Est-ce que je vais avoir un problème de communication? Bref, je pose des questions à l'étudiant pour le mettre en réflexion par rapport à la situation qu'il va avoir à traiter. Et puis finalement, moi-même, étudiant, je dois avoir cette micro-réflexivité personnelle. Au bout du compte, et on commence là à avoir gagné un peu, c'est de quelles informations je dispose, qu'est-ce que ça implique, et puis quel va être mon premier geste et ma première décision. Donc, en formation initiale, l'importance de avant l'action est vraiment fondamentale parce que cette conscientisation, elle est importante. Il y a une façon de faire. Je reviendrai dessus, ça avait été décrit en particulier dans la pédagogie du geste, c'est ce qu'on appelle le signal attentionnel, c'est-à-dire qu'avant d'entrer justement avec cette simulation, ou bien je pense à la première simulation pour les étudiants, je pense à la médecine de catastrophe par exemple, si tu es perdu, pense à telle chose. Donc l'enseignant donne un petit signal attentionnel avant que l'étudiant n'entre en action, pour qu'il ait un repère et qu'il puisse finalement avoir en tête un repérage qui va le décharger un peu sur le plan cognitif. Si tu hésites, verbalise tes priorités. Si tu stresses, regarde le scope et respire. Bref, c'est le petit truc très court que l'enseignant peut tendre finalement à l'étudiant pour qu'il ait ces fameux repères avant d'entrer en action. Et puis, on peut avoir cette anticipation émotionnelle. Et il faut, et c'est là où, comme le disait Jacques, c'est pas si évident tout de même, c'est de se dire, finalement, est-ce que tu peux me dire quels sont les éléments qui pourraient te mettre ou vous mettre en difficulté émotionnellement? Si jamais tu stresses, qu'est-ce que tu vas mettre en place? À quel moment, et dans notre pratique c'est quand même important, est-ce qu'on va décider de demander de l'aide? Et puis sur la réflexivité collective, je suis toujours en formation initiale, on peut se dire, voilà, on va aller, on va faire une simulation sur l'arrêt cardiaque, et on se réfléchit, comment on va distribuer les actions, qui va faire quelle manœuvre, qui va alerter, qui va surveiller. Et puis, là encore, on fait une réflexion sur l'anticipation des difficultés. Il y a beaucoup de publications sur l'anticipation des difficultés. Qui a besoin de précision et dans quel but? En ce qui concerne la formation continue, on a là affaire à des praticiens qui sont plus expérimentés. On a donc là un pré-briefing qui est plus évolué avec de véritables discussions stratégiques, voire même identification d'emblée des billets qu'on peut avoir. Quels billets décisionnels sont probables ici, à votre avis, à ton avis? Qu'est-ce qui va faire que là, tu risques d'avoir un billet de tunnelisation ou d'ancrage et qu'est-ce qui va pouvoir vous faire changer de stratégie? À quel moment vous changeriez de stratégie? On parlait d'émotion. L'anticipation émotionnelle éthique est importante. Quand on va avoir à traiter, en particulier en médecine d'urgence, des situations qui sont complexes, humaines, émotionnellement, il est important, et je rejoins complètement ce qui a été dit, de se dire qu'est-ce qui va me poser question? Quels sont les dilemmes potentiels? Quelles sont les valeurs qui sont en jeu? Voire même quelles sont les croyances qui sont en jeu? Et ça, je peux y réfléchir, je peux échanger avant d'entrer en action, encore une fois, qu'il s'agisse d'un cas simulé, qu'il s'agisse d'un cas clinique écrit, c'est moins, ou qu'il s'agisse de médecine de catastrophe, par exemple. La réflexivité collective, quant à elle, on la connaît, c'est la préparation collective de type CRM, mais là encore, on peut avoir une préparation émotionnelle, cognitive et organisationnelle d'une équipe. Quelles priorités partager? Et on en échange. Qui décide et qui va annoncer le changement de stratégie?
quelles difficultés sont prévisibles et dans ce cas, qui fera quoi? Bref, on n'a pas encore l'action, mais on conscientise ce que l'on va faire avant cette action, comme je le disais, soit de façon individuelle, soit de façon continue. Collective. Deuxième temps, pendant l'action, donc en action. Alors ça veut dire mettre en mots sa pensée en temps réel et se recentrer sur les priorités, c'est-à-dire qu'on va penser, on va ajuster, on va corriger, voire même on va improviser. Et on sait qu'en médecine d'urgence, l'improvisation fait partie de notre façon de travailler au moment de l'action. Et donc là encore, on va avoir d'un côté en formation initiale des étudiants, des apprenants qui vont avoir besoin d'un guidage extérieur, qui, au moment de l'action, ont une charge cognitive qui est très élevée, qui sont très sensibles au stress et qui ont un raisonnement qui est assez lent. Alors qu'en formation continue, on va avoir des apprenants qui ont des ajustements qui sont rapides et non verbalisés, avec des schémas internes d'ailleurs que l'on ne va pas voir si on est en observation. Ils ont une meilleure tolérance à l'incertitude et donc eux, il faut qu'ils soient assez vigilants sur les biais. En formation initiale, je voudrais revenir sur ce côté, ce signal intentionnel. Il faut qu'on ait un contrat de départ, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire une simulation en disant, mais écoute, on va faire une simulation, mais je vais t'arrêter de temps en temps et c'est pas parce que tu fais mal, c'est juste qu'à un moment, je vais attirer ton attention peut-être sur quelque chose d'important, ou bien pas du tout. Donc on le sait dès le départ. Ça, c'est important d'avoir un contrat avec l'apprenant. Et puis, soit on fait ce signal, bref, verbal, en disant, regarde la SAT, parce qu'on se rend compte qu'il ne l'a pas regardé. Là, quel est le signe de gravité? Parce qu'on se rend compte qu'il l'a regardé, mais on veut être sûr que ce soit bien ça. Stop, là, on recentre. Ou bien alors, on ne dit rien, juste, on est un peu facilitateur et on montre l'écran, on montre l'aspiration et on oriente vers des éléments cliniques cruciaux, etc. Ça, c'est important. En situation réelle, on peut faire la même chose. Pendant l'action, toujours en formation initiale, je vais aller un peu plus rapidement. Micro-pause réflexive, questions très courtes, verbalisation de l'action et l'importance des surprises cognitives. Alors ça, c'est extrêmement important. Pendant l'action, il faut qu'on puisse développer l'adaptabilité, appréhender l'incertitude et réfléchir dessus, voire même faire des cas cliniques incomplets. En formation continue comme en formation initiale, la Sophracim vient d'ailleurs de publier quelque chose là-dessus. Le micro-débriefing en simulation est important. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement arrêter la simulation, tout en le disant dès le début. On interrompt le scénario, on pose des questions ouvertes avec une rétroaction immédiate. Et puis, l'important, c'est d'être ciblé pour que soit on cible le moment où il y a une nécessité d'amélioration, soit on cible le moment où l'action a été performante. On veut être sûr qu'il y a bien une réflexion sur l'action performante. Et comme je l'ai déjà dit, interroger l'action. Après, sur l'action, là, il y a eu vraiment plein de choses. Je vous ai juste mis les photos de Sean et Cole pour qu'on puisse mettre des visages sur les noms. Ça a beaucoup été publié. Tout ce qui concerne le débriefing, là encore, l'un d'entre nous, dont je ne mets que les yeux, a travaillé sur tout ce qui est débriefing explicite, implicite, etc. Vous connaissez les outils. Ça fait partie de notre vie quotidienne. On revient sur le fait que quel que soit d'ailleurs le moment, l'importance du questionnement, petit clin d'œil à Pierre Vermersch, avec l'idée de ces savoirs théoriques, cette action située, quels étaient les buts recherchés, et qu'on puisse le faire avec ces entretiens d'explicitation auxquels un bon nombre d'entre nous ont été formés. Sachant que on le dit en situation simulée, mais on peut aussi le faire en situation réelle. Le tutorat, immédiatement au sortir d'un box ou du MH, le débriefing, avec l'analyse de pratiques professionnelles, l'analyse d'incidents, la place de l'erreur, et j'ai mis là les yeux de quelqu'un qui vous parlera demain de l'erreur. Important en ce moment, vous voyez que je vous ai mis le petit débriefing aux urgences, une approche qualité innovante. Il y a vraiment actuellement des travaux sur les débriefings immédiats qui améliorent la performance des équipes, et c'est les Belges qui travaillent sur le sujet. Et puis au-delà de l'action, je vais être très brève. Là, certains pensent qu'il faut projeter ces apprentissages vers d'autres situations futures, ça on en a l'habitude, mais c'est surtout prendre de la distance pour essayer d'être un peu plus systémique, pour revisiter des schémas personnels ou institutionnels. Donc ça peut être un portfolio sur des thèmes récurrents en urgence, une trajectoire réflexive sur une période, l'évolution personnelle avec 3 situations, etc. Il faut savoir que certains travaillent sur l'analyse par l'intelligence artificielle des portfolios pour voir quels sont justement les temps qui sont le plus souvent évoqués. Alors la réflexivité, oui, mais alors j'ai envie de dire oui, mais alors tout le temps, non. Il faut vraiment une alternance entre la réflexion et l'action.
La charge cognitive, elle est importante. Certains trouvent que ça ralentit le rythme d'apprentissage. L'effort métacognitif, il est important et donc on ne peut pas faire de la réflexivité tout le temps. Il faut donc alterner entre action et réflexion et varier les modalités de questionnement. On va proposer des niveaux de réflexivité différents, on va varier les supports, on va, comme je vous l'ai dit, espacer les moments réflexifs et puis surtout on va prioriser, on ne va pas réfléchir surtout tout le temps. L'enseignant doit être capable de prioriser ces moments de réflexivité. Importance des supports variés. Alors, des propositions, encore une fois, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Avant, on peut faire en plus de ce qu'on des briefings, etc. Je vous ai d'autres choses. Alors, l'écriture réflexive, individuelle ou en groupe. Il y a eu plein de travaux sur l'écriture réflexive. Certains trouvent que c'est tout à fait intéressant. D'autres disent que ça peut être limitant pour certains groupes d'apprenants. L'élaboration d'un cas clinique par les apprenants ou simulé pendant une action. C'est intéressant d'avoir la réflexivité des observateurs. Alors, si vous étiez à la place d'eux, à ce moment-là, vous feriez quoi? Ça peut être intéressant, tester les cas cliniques. Et puis après, alors là, je vais passer parce que vidéo, portfolio, etc., etc. En conclusion, concevoir l'enseignement de la réflexivité, c'est vraiment favoriser l'acquisition d'une compétence et c'est faciliter une transformation, mais qui n'appartient qu'à soi. C'est-à-dire que on est face à soi-même. Il ne s'agit pas d'avoir un moule. C'est bien, chacun va avoir sa propre façon de se transformer. On doit, nous enseignants, définir une stratégie en fonction des publics et puis en fonction du temps, avant, pendant, après. Attention, je le répète, on a souvent tendance à faire des débriefings, on a peu tendance à travailler le avant et pendant. Mettre en place des moyens multimodaux, on n'est pas obligé de faire uniquement et tout le temps que des débriefings. Voilà, on peut faire vraiment, ou des briefings, on peut le faire autrement. Et quoi qu'il en soit, il faut s'appuyer sur une démarche qui soit structurée dans une ambiance qui est sécurisée. Et puis finalement, on est enseignant. Alors là, on vient de parler de nos apprenants en soins d'urgence. Mais moi, enseignant, moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils, dit Saintonge. Alors, qu'est-ce que j'ai mis moi en place pour développer ma réflexivité quand je fais de l'enseignement? Je vous laisse à cette question. Et puis j'ai une conclusion de la conclusion. Jacques en a fait une, donc moi aussi. Moi j'ai donné une consigne à ChatGPT. J'ai dit dessine-moi un formateur CESU après 20 ans de GSU avec un même déroulé pédagogique remanié de temps à autre. Et voilà l'image qu'il m'a sortie. Alors bon, ChatGPT c'est bien, mais finalement, moi je connais quelqu'un, il commençait peut-être à s'ennuyer un peu, il a rencontré la métacognition et c'est un praticien réflexif heureux. Je ne vise personne. Alors, Jean des CESU, il nous reste tant de champs à explorer, nous avons l'avenir devant nous et vive nous. Je vous remercie de votre attention.